Bonjour à tous, nous sommes vendredi 6 mai et Jessie est là. Oui, Dani, comme toujours. Bonjour. Ça va? Ça va. Bon, ben, on va démarrer ce ZCL qui est, comme d'habitude, tous les vendredis très lourd à démarrer, mais enfin, ça va. Alors, on va recevoir tout à l'heure, elle est déjà là, Anaïs Top. Bonjour. Bonjour, Danick. On parlera avec elle de la COP 21, pas de la top, hein, j'ai dit la COP 21. Ensuite, Vanessa Félixin qui est là aussi, on parlera avec elle des échanges de la Caraïbe, c'est très important pour la Guadeloupe, on verra un peu les limites justement de ces échanges. Ensuite, on recevra quelqu'un de Cap Excellence, comme chaque semaine, comme chaque jour de cette semaine, puisque vous savez que c'est le festival théâtre en excellence, ou excellence en théâtre, on verra tout à l'heure, c'est monsieur Patrice Le Namouric pour une pièce qui passera donc ce samedi. Ensuite, c'est pas fini, il y aura la revue de presse avec Jessie. Vous avez lu tous les journaux? Effectivement, bah oui, les journaux habituels, un petit journal, Nouvelle Semaine et Le Progrès Social. D'accord. Et avec nos confrères qui viendront pour interroger le président de la communauté des communes du Nord-Bastère. Il s'agit bien sûr, vous l'avez deviné, de Jocelyn Sapoti, qui est aussi maire du Lamentin. Et je ne pose pas la première question, c'est Jessie qui la posera. Et on parlera tout à l'heure de l'information. Jessie, dérouler les titres de l'information. Merci, Danick. Mobilisation ce matin pour les professionnels du bâtiment et des travaux publics des 4 départements français d'outre-mer. Ils veulent alerter la population sur le désengagement de l'État dans le financement du logement social. Les juridictions financières en Guadeloupe, c'était le thème de la conférence tenue mercredi après-midi sur le campus de Fouillol à Pointe-à-Pitre. Une conférence qui permettait d'expliquer à tous comment mieux comprendre les actions des élus locaux. Et hier, vous pouviez participer à une journée détente en famille organisée par l'association UFCB. Cette journée avait été organisée dans le but de réunir les familles, créer des échanges pour ainsi lutter contre l'isolement. Ben voilà, c'est fini pour les titres, mais on va retrouver le développement du journal tout à l'heure avec cette madame Jessie qui a lu aussi les journaux. Mais pour l'instant, on se retourne vers Anaïs Top. Bonjour Anaïs, rebonjour. Bonjour. Comme chaque vendredi, Anaïs est avec nous pour la rubrique D2.com, c'est-à-dire le développement durable. Et aujourd'hui, Anaïs, on va parler de la COP 21. Tout à fait, Je ne sais rien sur la COP. Ben c'est bien, on va apprendre du coup. Alors pourquoi la COP 21? C'est bien la question que j'avais posée. On peut se dire que c'est fini depuis décembre, on en a entendu beaucoup parler au mois de décembre, et en fait pas du tout. Effectivement, la COP, l'événement COP s'est terminé en décembre, mais le 22 avril dernier, il y a eu la signature de l'accord de Paris, et cette semaine, il y a eu des avancées au niveau national, donc en France. D'accord. Alors cette COP, est-ce qu'on peut, enfin, avant d'aller plus loin, vous avez donné un petit peu le cadre, mais enfin cette COP, il faudra voir un peu comment on la décline concrètement, c'est ce qu'on va voir avec vous tout au long de cette chronique. Tout à fait, Danick. Donc pour comprendre ce qu'est la COP 21, il faut revenir au sommet de Rio. On en a parlé la semaine dernière. Le sommet de Rio, c'était le sommet de la Terre, donc en 1992. Et à l'occasion de ce sommet où il y avait une grande partie une grande partie des chefs d'État en fait de la planète, il y a une convention cadre qui a été signée. C'est la convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Cette convention, elle a été signée par 196 parties. On parle de 196 parties, donc 195 États plus l'Union européenne qui constitue à elle seule, un bloc. On peut dire ça comme ça. Et en fait, cette convention, c'est quoi? C'est une convention universelle qui reconnaît l'existence de l'implication de l'humain et du rôle en fait que l'humain a joué sur le changement climatique. Et dans cette convention, on reconnaît qu'en fait les pays et principalement les pays industrialisés ont un rôle à jouer pour réduire du coup ces changements climatiques et influer sur ces changements climatiques de façon positive. Vous êtes en train de dire que ces pays industrialisés, avec le développement de l'économie, les gaz toxiques, les fumées, etc., ont influé négativement sur la bonne marche, entre guillemets, de la planète, donc sur le climat. Tout à fait, Danick. Ils en ont pris conscience. Ils en ont pris conscience et dans cette convention, en fait, ils l'ont tous signé et donc ont tous été d'accord pour dire qu'ils devaient se mettre ensemble
ensemble pour agir. Et donc, cette conférence des parties, c'est ce qu'on appelle la COP. Oui. Et elle se réunit chaque année, en fait, depuis donc, ce sommet de la Terre. Et chaque année, en fait, elle prend des décisions concernant le changement climatique. Est-ce qu'elles sont appliquées, ces décisions, réellement? Alors justement, on verra au fil de la chronique comment elles sont déclinées ensuite dans les différents pays qui se sont engagés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, en décembre, c'était la 21e réunion de ces COP, c'est cette conférence des parties, d'où le terme de COP 21. Et donc, la France a présidé et accueilli la 21e conférence des parties en décembre. Et l'enjeu pour cette COP 21, c'était vraiment d'aboutir à un accord universel, signé par tous et qui serait décliné ensuite en termes de loi, on parle de ratification, par l'ensemble des pays qui ont joué un rôle dans cette COP 21. Alors, quels étaient donc les objectifs de cette COP 21? Donc, l'objectif principal de la COP 21, c'était vraiment de bâtir une alliance, on parle d'alliance de Paris pour le climat, et qui aboutirait donc à un accord de Paris qui serait signé par tous et ratifié ensuite, donc comme je disais, décliné en termes de loi dans les pays qui s'impliqueraient dans cette COP. Il y a des objectifs en termes d'augmentation de la température. En effet, il y a un groupement d'experts qui s'appelle le GIEC. Donc le GIEC, c'est le groupement intergouvernemental d'experts sur le climat. Oui, sur l'évolution du climat, en fait. Voilà, c'est un groupement d'experts qui observe en fait l'évolution du climat. Ils ont fait des études donc en 2014. Ils ont fait une projection pour 2100, à se demander si on ne fait rien, que se passe-t-il en termes d'évolution de la température en 2100. Et leur étude prouve qu'en fait, si on ne fait rien, d'ici 2100, on peut atteindre jusqu'à 5 degrés d'augmentation de la température au niveau planétaire. Alors quand on dit 5 degrés comme ça paraît pas grand-chose, mais c'est énorme. C'est énorme parce que si on prend le cas des pôles, par exemple, les icebergs, ça veut dire que l'eau va au-dessus du niveau et que les glaces vont commencer à fondre. Tout à fait. Et c'est des choses qu'on voit, prenons à l'échelle de la Guadeloupe, quand on voit l'île Les Carrettes, qui disparaît progressivement. Quand on voit entre le mois d'octobre de l'année dernière et actuellement, au mois d'octobre, les carbets étaient toujours debout. Aujourd'hui, vous n'avez plus aucun carbet. Donc c'est des choses très palpables, surtout sur nos petites îles comme la Guadeloupe. Tout à fait. Et puis, il faut dire aussi qu'on dit de plus en plus qu'il n'y a plus de saison. C'est ça. Il n'y a plus de saison. Ça a un impact sur les animaux, sur la migration des oiseaux, enfin vraiment à tous les niveaux, sur la migration des espèces marines aussi, enfin vraiment à tous les niveaux. Pardon ? Les plantations aussi, la production de légumes et tout ça. Tout à fait, sur l'agriculture. Donc c'est vraiment... Et l'eau se raréfie. L'eau douce se raréfie puisqu'on a augmentation de niveau de la mer, donc ça a aussi un impact sur les réserves aquifères, les réserves d'eau douce. Donc vraiment à tous les niveaux, cette augmentation de la température, c'est quelque chose qui peut être dramatique si on n'agit pas. Donc lors du sommet, lors de la COP 21, ils se sont dit qu'il fallait réussir à limiter cette augmentation de la température d'ici 2100 à 1,5 degré. C'est déjà beaucoup, mais c'est déjà... Moins que 5. Voilà, c'est toujours moins que 5. Donc là, c'est l'un des premiers objectifs de cette COP 21. Pour aboutir en fait à cet objectif suprême, si on peut dire ça comme ça, on peut dire qu'il y a eu 4 grands volets, 4 grandes pistes d'action. La première, ça a été vraiment d'arriver à un accord universel, donc signé par tous et qui soit assez contraignant, qui prenne d'une part en compte donc la limitation des émissions de gaz à effet de serre et donc qui va aussi influer sur la limitation de l'augmentation de la température, mais aussi l'adaptation au changement climatique. Pourquoi ? Parce qu'on le sait, aujourd'hui, de toute manière, le climat évolue et donc il faut que les populations soient prêtes à s'adapter au changement climatique. On parle d'inondations, on parle de l'augmentation en fait des cyclones ou des typhons en fonction de là où on se situe. Enfin voilà, c'est tout un tas de phénomènes naturels auxquels il faut que les populations soient préparées.
Ensuite, il a s'agi de trouver un équilibre aussi entre les pays du Nord, donc les pays un peu plus riches, et les pays pauvres, puisque chacun ne peut pas apporter le même effort. Donc ça a été aussi un point délicat de cette COP21 d'arriver à un accord universel, mais qui corresponde à tous et qui soit assez souple pour correspondre aux capacités de tout un chacun. La deuxième chose, c'est qu'on a demandé aux pays qui participaient à cette COP de préparer leur contribution. C'est-à-dire, on ne leur a pas dit « venez vous asseoir à la COP, on va tout faire ensemble en une semaine à Paris ». On a demandé à tous ces pays d'arriver avec un plan d'action à l'échelle de leur territoire pour savoir comment ils pouvaient contribuer à cet effort universel. Donc ça a été une grosse avancée aussi, parce que chacun a dû vraiment s'engager. Le troisième axe, ça a été un axe financier. Comment les pays développés pouvaient apporter une aide financière aux pays qui le sont moins pour agir sur ce changement climatique. Et ce qui a été décidé, c'est une enveloppe de 100 milliards de dollars par an. Donc vous voyez que c'est quelque chose de conséquent à partir de 2020, qui sera du coup distribué à tous ces pays en voie de développement pour les aider sur cet axe de changement climatique. Et le dernier axe, c'est vraiment de renforcer l'engagement civil. La COP21, ça se jouait au niveau des institutions et des États, mais aussi au niveau civil, c'est-à-dire les personnes du coup non étatiques, les associations, la population. Le tout venant, en fait. Le tout venant, voilà. Et a été élaboré un agenda des solutions qui, lui, n'a pas besoin, en fait, que l'accord soit signé par tous pour être mis en œuvre. C'est la mise en œuvre concrète des actions qui peuvent commencer dès aujourd'hui. Alors, on a suivi un peu votre raisonnement, signature, des engagements qui ont été pris par les différents pays et associations. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer entre ce moment décembre de l'année dernière et aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe concrètement pour la COP? Parce que les gens qui nous regardent disent oui, c'est bien gentil au niveau français, américain, etc. On a pris des décisions, mais en Guadeloupe, dans notre pays, concrètement et ici, d'une manière générale, comment ça va se décliner? Alors déjà, l'agenda des solutions, comme je vous disais, c'est tout un tas de solutions qui sont concrètes, donc qui sont déjà déclinées sur les différents territoires avec les partenaires qui s'engagent. Ensuite, donc au niveau de la COP, le 12 décembre, il y a eu, tout le monde s'est mis d'accord sur un accord international universel. Les 196 parties ont signé, du coup, se sont mis d'accord, ont voté plutôt l'accord universel. Ensuite, maintenant, dans la majorité des pays, l'accord doit passer au niveau des parlements pour qu'il soit ensuite ratifié, donc inclus dans les lois de chacun des pays. Le 22 avril dernier, il y a eu la signature officielle de l'accord de Paris. Pour l'instant, il n'y a que 175 parties qui ont signé cet accord et en termes de ratification, donc de déclinaison dans la loi, uniquement 15 parties. Et ces 15 parties, c'est quoi? C'est des petites îles qui, comme nous, voient tout de suite les effets du changement climatique. Et tout près de chez nous, il y en a qui ont déjà signé, puisqu'il y a notamment Barbade et Sainte-Lucie qui ont déjà ratifié cet accord de Paris. Et en fait, pour que l'accord soit effectif, il faut qu'au moins 55 des pays qui représentent 55% des émissions globales de gaz à effet de serre aient signé cet accord. Aujourd'hui, les 15 pays représentent 0,04%. Tant que la Chine, par exemple, et les États-Unis n'ont pas signé cet accord, on n'aura rien fait. Voilà, mais même l'Europe. Et donc, l'objectif pour la France, c'est d'être le premier pays européen à ratifier cette loi, en fait. Et pour cela, cette semaine, donc mercredi dernier, il y a eu une présentation du texte de loi au niveau du Conseil des ministres. Et on attend d'ici le 17 mai, normalement, le texte de loi devrait être présenté et commencer à être débattu au niveau parlementaire. Alors, juste une petite chose, tant que la loi ne sera pas signée au niveau parisien, enfin au niveau français en France, les déclinaisons pour la Guadeloupe ne seront pas encore efficaces. Si, parce que vous avez l'agenda des solutions. Donc l'agenda des solutions, comme je vous disais, pas donc la signature, la ratification. On n'attend pas la signature. Et puis en France, on est déjà dans une dynamique. On en a parlé la semaine dernière. On a déjà des outils en termes de changement climatique en France, ce qui fait qu'on peut quand même déjà agir. On n'est pas en train de se croiser les bras en se disant on attend. On attend. Non. Mais ce qui sera très fort dans le fait de ratifier ça, c'est qu'on aura une loi
et du coup un cadre réglementaire vraiment pour agir et atteindre ces objectifs. On a déjà chez nous certaines lois, mais là ce sera plus fort puisque ce sera à échelle universelle. On l'a dit la semaine dernière, hein, chacun peut agir à son échelle, mais si tout le monde ne s'engage pas, il sera difficile d'avoir. Local et agir au global. Tout à fait, vous avez très bien résumé. J'ai bien réussi ma leçon. Voilà, la semaine prochaine on parlera de quoi Donc la semaine prochaine qui n'est pas la semaine prochaine, dans 15 jours, parce que nous serons à Terre de Blues. Alors quand on vous retrouvera, on parlera. Donc après Terre de Blues, on parlera d'économie durable. Et c'est l'occasion pour moi de faire un petit zoom sur une manifestation qui a lieu la semaine prochaine, qui sont les premières rencontres économiques territoriales de Cap Excellence. Oui. Donc elles auront lieu donc la semaine prochaine, c'est mercredi, voilà, tout à fait, oui. Au Palais des Sports de Pointe-à-Pitre. Oui. Ces rencontres, elles s'adressent en fait aux entrepreneurs, aux porteurs de projets, à tous les chefs d'entreprise qui souhaitent avoir un peu des pistes d'action en matière de fiscalité, d'opportunités d'affaires, d'intervention publique sur le domaine économique. Oui. Ça sera des débats, des ateliers. Il y aura notamment un atelier sur l'économie circulaire qu'on connaît encore peu. Donc je vous invite vraiment à y participer mercredi prochain. Nous y serons. Voilà, merci en tout cas Anaïs pour ce topo sur... c'est vraiment un topo sur... j'ai pas fait exprès celui-là. Sur la COP 21. On se retrouve donc dans quelques jours. Et là tout de suite on va retrouver Jessie pour un rappel des titres et puis le développement rapide de l'information. Alors, au niveau des titres, les juridictions financières en Guadeloupe, c'était le thème de la conférence tenue mercredi après-midi sur le campus de Fouillol à Pointe-à-Pitre. Une conférence qui permettait d'expliquer à tous comment mieux comprendre les actions des élus locaux. Hier, vous pouviez participer à une journée détente en famille organisée par l'association UFCB. Cette journée avait été organisée dans le but de réunir les familles, créer des échanges pour ainsi lutter contre l'isolement. Et enfin, on le rappelle, les professionnels du bâtiment et des travaux publics des 4 départements français d'outre-mer se sont mobilisés ce matin au WTC de Jarry. Ils veulent alerter la population sur le désengagement de l'État concernant le financement du logement social. On commence par la mobilisation du BTP. Alors, je ne pense pas que le sujet soit encore prêt. Donc, on va attaquer tout de suite sur les juridictions financières en Guadeloupe. Tout savoir donc sur ces juridictions. Quelle mission, quels moyens? C'était le thème de la conférence proposée mercredi après-midi sur le campus de Fouillol à Pointe-à-Pitre. La conférence animée par le président des chambres régionales des comptes des Antilles-Guyane, Yves Colcombé, était ouverte à tous. Il s'agissait d'expliquer aux citoyens comment mieux contrôler l'action des élus locaux. Reportage tout de suite de Charlie Dagonia. Nous sommes tous concernés, étant simplement des citoyens. Et tous les jours, nous demandons des comptes à nos élus d'État et territoriaux. Et ce sont eux qui nous disent souvent qu'il y a de l'argent, qu'il n'y a pas de l'argent. Si telle chose est faite, telle chose n'est pas faite. On se renvoie la balle les uns envers les autres. C'est bien d'écouter ceux qui contrôlent les finances publiques, afin de qu'ils nous disent réellement ce que les finances sont, leur niveau et leur utilisation. Donc c'est un thème d'actualité qui concerne tous citoyens guadeloupéens ou français. Et les moyens donnés par l'argent public sont considérables en fait. Il ne faut pas oublier que c'est une forme de cotisation de l'ensemble des citoyens, qui sont nombreux, à l'échelle nationale et à la Guadeloupe entre autres. Toutes ces sommes font des masses d'argent très importantes et qu'il faut administrer au mieux de l'intérêt de la société. Alors c'est le rôle des élus qui sont désignés par les citoyens pour décider ce que l'on va faire de cet argent public. Et quels services nous, collectifs, les citoyens veulent obtenir en quelque sorte en contrepartie de cette contribution. Donc c'est toute cette relation entre l'élu, l'argent public et les citoyens, que cet argent public est utilisé conformément aux choix politiques qui sont faits déjà, et qu'il est bien utilisé, c'est-à-dire qu'il n'est pas gaspillé par rapport aux choix décidés par les politiques, et que les résultats souhaités sont obtenus. Alors, les juridictions financières ne tranchent pas les politiques, elles éclairent sur leurs coûts et sur leur efficacité. Mais le but est très simple, c'est que l'argent public, c'est l'argent de chacun d'entre nous. Et c'est nous qui sommes ceux qui apportent les recettes, et c'est nous qui sommes aussi ceux pour qui on dépense, en principe. Donc en étant sur place, quand nous serons dans nos communes, dans nos régions, dans nos territoires, dans nos sections, quand ceux qui nous dirigent viendront nous dire « je n'ai pas pu faire cette route »,
où je n'ai pas pu recruter telle personne parce qu'il manquait de l'argent, il y en avait trop, l'un ou l'autre, on pourra lui dire, attendez, j'ai bien entendu que voilà les règles de l'État. Qu'avez-vous fait pour appliquer les règles de l'État, puisque vous avez des comptes à nous rendre en tant que citoyens dans le cadre d'une république où nous sommes en démocratie, le peuple est censé savoir le résultat du travail qui a été fait par leurs dirigeants. Pourquoi ? Les professionnels du bâtiment et des travaux publics des 4 départements français d'outre-mer se sont mobilisés ce matin au WTC de Jarry. Ils veulent informer les populations respectives sur le désengagement de l'État dans le financement du logement social alors que l'habitat indigne persiste et les besoins en logement sont sans cesse à la hausse. Un durcissement du mouvement devrait avoir lieu donc lundi. Reportage tout de suite de Charlie Dagonia. A initié cette conférence aujourd'hui, nous avons tenu à être là. De toute façon, nous étions dans l'obligation d'être là, puisque nous sommes réunis et nous allons nous battre ensemble. Nous avons déjà commencé à mettre la pression, mais il est vrai que nous allons doubler, je dirais, la pression. Nous sommes mouillés, donc même si nous faisons pipi, ça ne va pas s'apercevoir. Nous sommes arrivés dans un stade où les entreprises sont déjà moribondes, ils n'ont plus rien à perdre, ils ont tout à gagner, à se mobiliser. Et vous savez, dans des cas comme ça, devant la souffrance, on ne sait pas où ça peut mener. La réalité est catastrophique. Depuis 2008, nous avons perdu 10 000 salariés. Et nous savons tous qu'aujourd'hui, la technocratie, malheureusement, entre BSI et le ministère de l'Outre-mer, ne font qu'aggraver cette situation. Nous avons des agréments fiscaux aujourd'hui qui ne sont pas donnés et qui retardent les projets, les chantiers. Et quand vous avez 10 000 salariés sur le carreau, c'est quand même 10 000 familles qui sont en souffrance. Psychologiquement, l'employeur se retrouve séparé de son salarié. Il est déjà en souffrance et se retrouver effectivement à voir son salarié effectivement dans cette souffrance n'a jamais été une très bonne chose. Je crois qu'aujourd'hui, il y a toujours un réveil. Il y a le réveil de ce qu'on a tous les jours, il y a le réveil professionnel. Je pense qu'aujourd'hui, le monde de l'entreprise, que ce soit dans l'ensemble des DOM, doit se réveiller pacifiquement. Peut-être qu'aujourd'hui, il est peut-être temps de faire comprendre effectivement à BSI que la commande politique voulue par le président de la République et le Premier ministre doivent se mettre en place. C'est une première dans notre département où on a pu regrouper les 4 départements qui sont à la Réunion, la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe, pour encore une fois dire au gouvernement et aux collectivités locales les problèmes que nos entreprises rencontrent et les difficultés que nous avons aujourd'hui. Pourquoi vous êtes... Voilà, il est 12h53, l'heure de faire un retour. On parlait justement d'économie, mais là, c'est le BTP qui est en crise. Et là, on va parler des échanges de la Caraïbe avec Vanessa Félixin. Bonjour. Bonjour. Alors, Vanessa, comme chaque semaine, tous les 15 jours, on fait une petite chronique sur l'économie pour tous, comme vous avez appelé cette chronique. Et cette fois-ci, on a choisi les échanges de la Caraïbe. Pourquoi ? Question. Alors, j'ai décidé aujourd'hui de traiter les échanges dans la Caraïbe parce que précédemment, nous avons vu que la Guadeloupe avait pour principal partenaire commercial la France, oui, avec la plupart de ses importations et de ses exportations réalisées avec cette dernière. Alors qu'à contrario, seulement 9% de ces importations et 2% de ces exportations sont réalisées en provenance et vers les pays de la Caraïbe. Donc là, nous allons essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a un peu cette carence au niveau des échanges entre la Guadeloupe et ses voisins du bassin caraïbien. Alors, j'ai même pas envie de dire une carence, j'ai envie de dire une espèce de préférence historique. Alors, comment on explique le fait que les Guadeloupéens, voire aussi les Martiniquais, ne commercent pratiquement qu'avec la France? Alors, premièrement, je dirais que c'est vulgairement une question d'habitude. Alors souvent, lorsque je vais parler, je vais aborder la période coloniale parce que je crois qu'il y a toujours de fortes répercussions de cette partie de notre histoire sur l'économie guadeloupéenne et qui peut se lire à différents niveaux. Donc je crois que le tout est d'analyser, de corriger pour essayer d'aller de l'avant. Et donc là, concernant les échanges intenses, la perpétuation des échanges intenses avec la Guadeloupe, alors premièrement, moi je dirais que cela découle de notre histoire. C'est simplement une habitude. Au fil des siècles, au fil des années, on s'est habitué avec cela et pour nous, c'est devenu normal. Et on n'avait peut-être pas le choix d'ailleurs. Voilà, c'est cela. Et je pense qu'après, ça s'est instauré dans les consciences et c'est devenu normal. Donc, cela, c'est déjà un premier point. Ensuite, une autre explication qui est possible et qui va en complément avec la première que j'ai donnée précédemment, c'est le fait que les pays de la Caraïbe sont essentiellement producteurs de services et vivent principalement du tourisme et de la finance. Donc la production agricole et la production industrielle, elle est très limitée. Donc c'est vrai, dans la Caraïbe, il y a des pays qui sont producteurs de rhum, par exemple. Toutefois, il est
moins... Allez, il faut le dire, il est moins bon que le nôtre, on va le dire. Voilà. Il est moins bon et plus cher que le nôtre. Oui. Et aussi, il y a de ces pays qui produisent en masse de la banane. Mais on produit de la banane. Donc, au niveau des importations, lorsqu'on regarde un peu la structure de l'économie des différents pays du bassin caribéen, eh bien, on n'a pas tant intérêt à importer des choses qu'on produit déjà. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Oui. Alors, est-ce que ça, c'est aussi valable pour les exportations? Alors, concernant les exportations, je crois qu'il y a un autre souci. Alors, la Guadeloupe a des avantages comparatifs. Je vais expliquer de façon plutôt simple ce concept, c'est-à-dire que c'est une stratégie économique. Chaque territoire fait cette stratégie, c'est-à-dire qu'il regarde ses terres, il regarde son économie et il se dit, bon, qu'est-ce que je peux produire? Et en fonction de ce qu'il peut produire, il va regarder son voisin, il va dire, bon, lui, qu'est-ce qu'il peut produire, qu'est-ce qu'il a à me proposer? Et au final, il va faire une sélection, c'est-à-dire que nous, en Guadeloupe, on fait le rhum, on fait la banane. Mais on pourrait également faire de la pastèque en masse ou du melon en masse. Mais, comment dire, on va regarder le voisin, par exemple la Martinique, hein, c'est simplement un exemple. Si elle peut nous vendre le melon et que cela nous rapporte moins cher que si on le produisait chez nous, eh bien, on va décider de l'importer directement en Martinique. Ce sera purement économique. Et donc, pour revenir à la Guadeloupe a des avantages comparatifs qui sont le rhum et l'eau. Oui. Par exemple, au début des années 2000, eh bien, elle échangeait avec la Caraïbe, enfin, elle exportait, CAPES exportait avec la Caraïbe et avec les États-Unis. Bon, toutefois, malheureusement, eh bien, à cause des grèves successives au niveau du port, eh bien, cela a découragé les clients étrangers. Bon, maintenant, nous allons vraiment aborder le problème, le nœud du problème. Oui. C'est-à-dire que en 2000, l'Union européenne a signé un accord de partenariat économique avec la plupart des pays de la Caraïbe. Donc, quand on dit l'Union européenne, étant français, nous faisons partie de l'Union européenne. On et donc, nous, voilà, c'est cela. Et donc, nous subissons ce qu'ils... Donc, ce qu'ils font. Donc, ils ont ratifié cet accord de partenariat économique avec la part des pays de la Caraïbe, comme je vous disais, qui sont appelés Afrique, Caraïbes, Pacifique. Les ACP qu'on les appelle. Voilà, c'est cela. Et donc, en gros, cet accord décline le fait que les pays, la part des pays de la Caraïbe, ils peuvent exporter leurs produits dans l'Union européenne et donc par conséquent en Guadeloupe, chez nous. Et l'inverse n'est pas vrai. Voilà, c'est cela. Alors, on va y revenir. Donc, ils peuvent exporter leurs biens chez nous sans payer de droits, sans payer de taxes. Mais seulement le multilatéralisme n'est pas, n'est pas respecté. Donc voilà, ce n'était pas dans l'accord. Oui. Simplement, eux, ils peuvent exporter chez nous, ils ne vont pas payer, mais nous, Guadeloupéens, lorsqu'on voudra exporter chez eux, eh bien, nous allons payer. Et nous ne sommes pas compétitifs à ce moment-là. Non, voilà. Une fois que les produits des producteurs guadeloupéens seront à l'étranger dans ces pays, eh bien, nous ne serons pas concurrentiels. C'est-à-dire que, très concrètement, le client étranger caraïbéen qui va se retrouver en face de nos produits, peut-être qu'ils sont meilleurs, peut-être qu'ils sont plus beaux. On va parler au niveau de l'agriculture qui sont plus beaux, mais toutefois, lorsqu'il verra la différence des prix, eh bien, ok, ça a beau être plus beau, ça a beau être peut-être meilleur, mais je vais faire le choix de faire des économies et donc de me tourner vers la production locale. De toute manière, dans la liste, il y a ce qu'on appelle dans l'économie entre ces deux pays, les pays de la Caraïbe et nous-mêmes, ce qu'on appelle des negative lists, c'est-à-dire des produits qu'on ne peut pas de toute manière exporter et qui coûtent beaucoup plus cher. Alors, autre facteur déterminant dans les exportations entre Caraïbes et nous, c'est le problème des transports. Oui, le réseau de transport au sein de la Caraïbe, en fait, ce point, il sera très rapide parce qu'il est inexistant. Oui. OK ? Tout ce qui a trait au fret maritime et aérien est très peu développé au sein de la Caraïbe, alors qu'au niveau des échanges transatlantiques, il l'est énormément. Tout à fait. Donc en fait, bon là encore, peut-être au niveau de l'histoire, on peut se dire que voilà, au niveau des choix, eh bien peut-être qu'on a
d'une certaine façon, été conditionné, à faire le choix à ce que ce soit plus développé au niveau de la France et des pays de l'Union européenne. Et on n'a pas trouvé peut-être l'intérêt ou, l'intérêt que de le développer au sein du bassin caribéen. Je vous dirais même mieux, j'étais cette semaine à une conférence de presse à Fort-de-France avec la compagnie, je vais la citer, Anti-Express, qui essaie de se développer vers la Caraïbe. Eh bien, il est extrêmement difficile aujourd'hui pour les compagnies aériennes, Air Caraïbes ou Air Antilles, d'aller, entre guillemets, chercher des clients dans ces îles de la Caraïbe. Dans la mesure où il y a un problème de visa qui se pose. Et deuxièmement, il y a des problèmes aussi de droits aériens qui se posent, qui sont extrêmement coûteux, qui font que le billet ou le transport entre la Guadeloupe, par exemple, et la Jamaïque, il faut 2 jours pour aller en Jamaïque. Là, il faut 8 heures pour aller en France. Voilà. Ça explique un petit peu, historiquement et économiquement, les difficultés qu'il y a. Alors, est-ce que, la dernière question qui n'est pas posée, mais qu'on pose et qu'on répondra un jour, est-ce que l'arrivée de la Guadeloupe et de la Martinique dans la CARICOM pourra résoudre ce problème? C'est une question de négociation. Voilà, c'est cela. Alors, il y a quand même une volonté, je pense, de changer, d'améliorer les choses, puisque quand même, du 11 au 13 mai, il y a le premier salon caribéen du transport et de la logistique qui se déroulera donc au Madiana en Martinique. Tout à fait, et ce sera l'occasion de poser ces questions qui viennent d'être évoquées. De grandes entreprises quand même de la Caraïbe sont invitées. Et là où j'ai trouvé comme c'était très intéressant, c'est qu'au-delà de la zone Caraïbe, ils ont ouvert le salon à la Grande Caraïbe, c'est-à-dire aux pays qui bordent en fait le golfe du Mexique, Venezuela, Miami, etc. Eux, ont des intérêts quand même à recevoir nos produits. Et puis, mais tant qu'on n'aura pas réglé ces questions douanières, il sera toujours très difficile pour moi qui produit un stylo ou des chemises ou des vêtements en Guadeloupe de les exporter vers les pays de la Caraïbe. Voilà, c'est cela. Voilà. Après, il y a, un projet, on a tous entendu parler de l'Europe 2020. Oui. Où, lorsqu'elle a été adressée aux régions ultra-périphériques, il a été mis en avant le fait que l'éloignement, tous ces handicaps qu'on nous accordait depuis bien des années, est vu plutôt comme un avantage maintenant par l'Europe. Et il faut savoir qu'ils nous voient maintenant comme devant faire circuler la culture européenne comme étant des ambassadeurs européens. Tout à fait, ce qu'on appelle une vitrine. Voilà, c'est cela. Donc en fait, maintenant, peut-être les politiques, à travers ce discours, qui a été prolongé par l'accord, plutôt par le projet de l'Europe 21, peut-être que là, ils se diront, il faudra justement aborder ces questions pour être ces ambassadeurs européens. On se retrouve dans 15 jours, Vanessa, pour parler de... L'octroi de mer. Voilà, il est 13h. C'est l'heure de la pub, puisque je vois que Zébris nous fait de grands signes. Et ça y est, on a lancé la pub. On se retrouve tout à l'heure avec Jessie pour la suite du journal et puis pour recevoir aussi monsieur Sapoti. Voilà, c'est parti pour la pub.